À la une de l'actualité dans cette édition, l'opposition politique dans les rues à Ouagadougou pour interpeller le gouvernement burkinabé sur les préoccupations des populations. L'opposition réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre l'insécurité. On en parle dans quelques instants. Également dans ce journal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso déterminés à renforcer davantage la coopération transfrontalière. Les autorités administratives des régions frontalières des trois pays viennent d'achever des concertations à Banfora dans le but de créer un climat favorable à une véritable intégration des peuples. Et puis un séisme et un tsunami dévastateur en Indonésie. L'on enregistre plusieurs centaines de morts en raison de raz de marée provoqués par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, un bilan qui pourrait s'alourdir. Plusieurs victimes sont encore sous les décombres. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kosiam pour feuilleter le carnet d'audience du président du Faso. L'une des actualités phares cette semaine au Burkina Faso, c'est la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui se tient à Ouagadougou depuis le 27 septembre dernier. Les ministres en charge des mines des pays de l'UEMOA présents dans la capitale burkinabé dans le cadre de la SAMAO sont allés dire merci au chef de l'État burkinabé pour la tenue de cet événement. Les responsables du secteur minier, eux, font le point de leur participation à la manifestation au président du Faso. La synthèse des audiences avec Gérard Sommet et Nathalie Savadogo. Les ministres en charge des mines et carrières des pays membres de la CEDEAO se disent solidaires avec le peuple burkinabé quant aux événements qui se passent en ce moment dans le pays. Ils se disent aussi reconnaissants quant à l'organisation de la SAMAO à Ouagadougou. Son Excellence a lancé des messages qui sont clairs. Il faut que les mines aujourd'hui, le secteur des mines joue son rôle pleinement dans la croissance économique, dans le développement social et le développement durable. Il faut que la population en tire profit, il faut que les jeunes trouvent leur sort et trouvent de l'emploi. À la suite des ministres des Mines et Carrières, c'est une délégation des responsables des sociétés minières qui a été reçue. Le sujet qui était à l'ordre du jour, c'est comment utiliser le secteur minier pour en faire un moteur de croissance. Nous sommes venus échanger avec le président du Faso qui nous a donné des conseils sur ces différents sujets. Les échanges avec les participants à cette SAMAO ont permis de dégager des pistes de solutions pour une meilleure contribution du secteur minier à la croissance économique de leurs pays respectifs. La SAMAO, elle déroule toujours son programme d'activité à Ouagadougou, mettant en lumière tous les secteurs d'activité du domaine minier. Nous nous intéresserons aux compétences locales dans l'exécution des travaux miniers. La demande d'emploi est pressante de la part des populations locales, mais qui manque de compétences réelles par manque de formation. Et c'est là qu'intervient le centre de formation professionnelle d'engins miniers porté par un jeune entrepreneur burkinabé, une initiative privée qui apporte sa part de réponse à la question de qualification. On en parle avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kiendrebego. Le conducteur est responsable de quoi? Ce sont des élèves pas comme les autres, des adultes qui suivent avec beaucoup d'assiduité leurs cours. Nous sommes au centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé sécurité au travail, le CFPM SST. Ici, les apprenants qui aspirent à un emploi dans une mine industrielle se familiarisent avec toutes les qualités d'un bon opérateur d'engin, comme l'exigent les sociétés minières. Une initiative portée par Ibrahim Ouedraogo, fondateur du centre qui en a eu l'idée après des expériences passées dans plusieurs sociétés. On constate qu'à chaque fois que les mines s'ouvrent, voilà, les gens du village environnant, les gens de la population arrivent à chaque fois à bloquer voilà, les routes voilà, pour demander à ce qu'on puisse les recruter. Et à chaque fois, moi en tant que formateur, je sais les risques qui sont liés dans les travaux miniers. Voilà, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait mine et puis voilà, le prendre comme ça. Voilà, pour le laisser travailler, vu que ces engins sont des engins de haut gabarit. La formation concerne les différents types d'engins qu'on peut trouver sur un site minier. Et elle n'est pas seulement que théorique.
Ici, c'est le lieu de la phase pratique de la formation des opérateurs d'engins miniers. Un instructeur suit de près l'apprenant sur sa machine et sous le regard des autres apprentis qui attendent chacun son tour. Les grandes machines et puis les petites voitures, c'est pas la même chose. Voilà. Il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de mallettes à faire sur la machine, donc on ne peut pas dire que c'est les mêmes choses. Celui qui apprend ça aujourd'hui, il doit être fier de ce qu'il a appris. Ibrahim Ouedraogo est arrivé à convaincre de la qualité de la formation dispensée dans ce centre et rares sont les entreprises minières qui n'ont pas sollicité ses services. En témoignent ces attestations et certificats qui couvrent les murs de son bureau. Les formations sont dispensées aussi bien à Ouagadougou que dans plusieurs localités du pays. L'ambition du jeune entrepreneur étant de créer prochainement une grande école de formation des engins miniers. Cap à présent à Manga pour prendre les nouvelles des chantiers du 11 décembre. Plus que 2 mois pour la fête nationale dont la célébration officielle se déroule cette année dans la cité de l'Épervier. Il faut donc accélérer la cadence pour être dans les temps. Le ministre de l'administration territoriale constate sur le terrain l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures. Siméon Savadogo encourage surtout les entrepreneurs au respect des délais. Roger Bembamba, Kadisanogo. En se rendant à Manga, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait un objectif. Constater l'état d'évolution des travaux des infrastructures du 11 décembre 2018 et discuter avec les entrepreneurs. Dans la cité de l'Épervier, c'est au total 9 sites qui ont été visités par Siméon Savadogo, président du comité national d'organisation. Les grands chantiers sont entre autres la cité du 11 décembre, la salle polyvalente, le marché, le stade régional, la place de la Nation et l'aire du défilé. Chaque année, le Premier ministre vient visiter avant le 11 décembre l'ensemble des réalisations et des activités qui sont menées ici. Donc il est programmé que le Premier ministre puisse venir ici en début octobre. Et c'est normal que nous venions ici pour vérifier l'état d'avancement des travaux, ce qui va permettre au Premier ministre donc de venir lui-même constater et d'en rendre compte au président du FASO avant donc le 11 décembre. Malgré les difficultés rencontrées, le taux d'exécution des travaux varie entre 75% et 25%. À Manga, ici, on a eu une petite difficulté. Le sol est relativement difficile pour les entrepreneurs parce que vous pouvez faire souvent même 2 mètres, 3 mètres pour pouvoir faire une fondation. Donc avec la pluie, il y a eu des petits retards, mais nous pensons que l'essentiel sera donc rendu. Pour le ministre Siméon Savadogo, les résultats sont satisfaisants. Tout sera fin prêt pour les festivités du 11 décembre 2018 à Manga. Un coup d'accélérateur à la coopération transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. La volonté est affichée. Les autorités administratives des régions frontalières des 3 pays en conclave à Banfoura devraient faire des recommandations qui créeront un climat favorable à une véritable intégration des populations de ces pays. Sur l'ouverture des travaux, nous suivons le compte-rendu de Kassoum Milogo et Karim Sissé. Les premières autorités administratives des régions des Cascades au Burkina Faso, du Tchologo en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali sont en conclave ici à Banfoura. Une concertation initiée par le gouverneur de la région des Cascades avec au menu la coopération transfrontalière. Nous allons évaluer les actions de coopération qui ont été menées. Nous allons recenser aussi les difficultés que nous rencontrons pour la gestion des frontières et évaluer aussi l'implication des autorités administratives frontalières dans la gestion des questions sécuritaires et surtout les questions du développement des espaces transfrontaliers. Et enfin, nous allons faire des propositions pour une cohabitation pacifique des populations le long de la frontière. Cette initiative de concertation est bien accueillie par les participants. Elle permettra, selon eux, de se donner la main pour améliorer davantage les conditions de vie des populations frontalières. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali, surtout au niveau des frontières, sont des populations qui sont les mêmes et qu'il y a cette barrière seulement du colonisateur qui nous a séparés. De tout le temps, nous avons vécu en harmonie. Mais comme on le dit,
quand les gens sont ensemble dans la vie, il y a toujours des problèmes et des préoccupations qui peuvent vraiment se poser. Surtout ces derniers temps, ce n'est pas uniquement dans nos 3 pays ni en Afrique, mais l'ensemble du monde entier où les actes de terrorisme et de banditisme ont vraiment poussé. Nous sommes venus ici pour célébrer la fraternité et la solidarité qui prévaut entre ces 3 pays. Ce qu'on pourra retenir au sortir d'ici, c'est que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour monter ensemble des stratégies parce que nos sorts sont liés. Il est attendu de cette rencontre de Banfora des recommandations fortes. Des recommandations qui serviront de feuille de route dans la lutte contre le trafic des enfants et l'insécurité pour une véritable intégration des peuples des 3 pays concernés. Nous allons maintenant à Koudougou où la première édition du Salon international du coton et du textile bat son plein. Côté panel, après 2 jours de discussion sur la problématique de la transformation, les experts adoptent une série de recommandations. Des recommandations qui visent à résoudre les questions de financement, de formation, de stratégie, de promotion et de politique et partenariat à mettre en place. On voit cela avec Lassina Ouattara et Ruth Bini Ouattara. Le salon du textile aura vécu dans ces échanges avec un thème décortiqué dans ses différents aspects et une bonne mesure des enjeux que renferme la transformation du coton brut. Dans ce travail-là, l'ensemble des acteurs ont trouvé des solutions, ont proposé donc des pistes innovantes pour à la fois continuer à augmenter la production du coton et à permettre à ceux qui travaillent dans le coton de vivre décemment. Avant que l'UNPCB même s'engage dans le coton bio, qu'il y avait des gens qui nous avaient déjà devancés. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose, s'il y a un impact, celui qui t'a devancé dans le travail, si vraiment il y a un handicap, il va te prévenir. L'intérêt de la chicotte a apporté vraiment beaucoup d'éclaircissements au niveau de la production du coton, au niveau du Burkina. On a nos femmes vraiment qui sont là, elles n'ont pas d'activité. Donc avec le coton bio, elles se sont intégrées là-bas, elles produisent. Des recommandations sont adoptées avec une urgence particulière à mettre sur l'adoption d'une politique d'industrialisation accompagnée d'un renforcement du cadre réglementaire, un soutien pour l'accessibilité au marché, une amélioration de l'accès aux intrants et au crédit et l'existence de partenariats. Pour le ministre du Commerce, l'essentiel est fait et l'heure est à la mise en œuvre des dites recommandations. Ces résolutions devraient également nous empêcher d'être impressionnés par les défis à relever. Si nous nous y prenons bien, nous arriverons, car comme nous l'a dit et enseigné Vauban, il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques mal menées. Nous avons fait le point, il est temps maintenant de former le point et de gagner la bataille de la transformation intégrée du coton. Il se veut d'ailleurs rassurant à l'endroit des plus sceptiques quant à la réhabilitation de l'usine de textile à Koudougou. Nous venons ici de démarrer clairement les travaux de l'unité de transformation de coton biologique au Burkina. C'est une vérité et on vous a dit dans 6 mois le bâtiment il est terminé, 3 mois après les équipements sont installés et avant la prochaine édition vous serez ici à Koudougou pour inaugurer cette usine-là. Le SICOT aura désormais son pied-à-terre dans la cité du Cavalier Rouge et sera un rendez-vous biennal dont le prochain est prévu pour les 30 et 31 janvier 2020. Le SICOT, c'est également une foire d'exposition-vente des produits du coton et du textile. 2 sites sont identifiés à Koudougou à cet effet et c'est une occasion de faire de bonnes affaires. Une visite de ces aires d'exposition avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. En aparté dans ce stand dressé sur l'aire d'exposition du SICOT, Aziz Barrow et Michel Stein discutent pour nouer des partenariats d'affaires. Équipementier allemand, Michel Stein est au SICOT pour proposer des machines pour la transformation de l'or blanc. Le salon, c'est très bien. J'ai fait depuis les derniers 2 jours beaucoup de contacts avec des gens qui sont intéressés d'investir dans cette industrie. Je suis actionnaire aussi dans une société de transformation de fruits qui veut aujourd'hui intervenir dans le domaine de la transformation du coton. Je recherche un équipementier et j'en ai trouvé 2, dont un constructeur et un conseiller. Donc je suis entièrement comblé. Mes partenaires me proposent toute une gamme complète de lignes et avec l'accompagnement qu'il faut pour réaliser le projet. Fructifier ses affaires est aussi la priorité d'autres exposants installés sur le site.
Autre aire d'exposition visitée, la place de la nation de Koudougou. L'endroit est un véritable marché à ciel ouvert pour le Faso d'Anfani. Sous toutes ses coutures, le pagne tissé est présent sur la plupart des étals. Ça va un peu, on a quelques visiteurs, on a quelques petits enlèvements, on n'est pas dessus parce qu'on sait que dans le commerce, tout n'est pas toujours. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dessus parce que j'ai fait le tour des stands. J'ai quand même vu certains produits où à partir d'où je peux aussi innover mes produits. J'ai aussi eu quelques collègues artisans où j'ai échangé, ça fait des partenariats. On a aussi eu des visites de certaines personnes qui nous donnent certains conseils par rapport à comment on peut faire notre travail pour mieux améliorer les activités. À côté du pagne tissé, on trouve une multitude d'autres produits comme les pagnes ordinaires. L'essentiel pour nous, c'est de nous faire connaître. Ce n'est pas forcément le gain sur place, le gain en 48 heures, mais c'est de nous faire connaître. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus présenter nos produits. À la veille de la clôture du salon, ce sont des stands bien fournis qui cherchent toujours preneurs. Tous espèrent que le week-end, jour de forte affluence selon eux, serve de créneau pour l'écoulement des stocks de leurs produits. L'actualité phare de ce journal, c'est la marche de l'opposition politique burkinabé qui a eu lieu ce matin à Ouagadougou. L'opposition, dans son message, interpelle le gouvernement sur les préoccupations des populations, parmi lesquelles la situation sécuritaire. Les responsables de l'opposition ont réitéré leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. Rasmane Zundi, Vincent Kendrebego nous résume cette marche. De la place de la Nation, les manifestants passent par le rond-point des cinéastes pour longer la mairie centrale jusqu'à l'église catholique. De là, ils rejoignent l'avenue Kwame Nkrumah, remontent au rond-point des Nations Unies pour enfin regagner leur point de départ, place de la Nation. À la tête de cette procession, l'ensemble des figures de l'opposition politique et des leaders d'OSC. Et c'est là que le leader officiel de l'opposition politique burkinabé prend la parole pour dire tout le mal qu'il pense de la situation actuelle du pays. Morosité économique, emploi, besoins sociaux, mais aussi insécurité. Tous les ingrédients sont réunis pour haranguer le public acquis à sa cause. Tous sont debout parce que notre pays est en danger. Tous sont debout parce que notre pays est en train de vaciller. Et tous sont debout pour dire au MPP et à ses alliés que nous sommes profondément déçus de la manière dont ils gèrent le Burkina Faso. Notre sécurité n'est plus garantie. Le territoire est envahi et menacé. Et en face de ça, ils sont dans des tâtonnements et des improvisations. Notre position est claire, mes chers camarades. Quand notre pays est attaqué, il a besoin de l'union sacrée de ses filles et de ses fils. Mais attention, il y a union sacrée, union sacrée. Notre union sacrée se fait d'abord et avant tout autour des forces de défense et de sécurité. Nos FDS peuvent compter sur notre union sacrée. Honneur à nos forces de défense et de sécurité. Zéphirin Diabré demande aussi la démission des deux ministres en charge de la sécurité et de la défense par décret présidentiel pour incompétence, scande avec les militants la libération de Safiatou Lopez de la société civile et exige une relecture du code électoral avant de suggérer la tenue d'un forum des forces vives de la nation sur la paix et la réconciliation nationale. Se félicitant du succès de la manifestation, le CFOP conclut en disant que les marches-meetings sont de retour au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, nous allons à Bobo-Dioulasso où des camions de maïs sont saisis par les services de la police nationale. Les propriétaires des camions, au total 4 personnes, ne seraient pas en règle en matière d'exportation des céréales et ils sont soupçonnés de ravitailler en vivres les groupes terroristes du Nord Mali. Le point de l'opération est fait à la presse en présence de Hassan Gourabou, Dramanso et Moussa Sano. 500 sacs de maïs en partance pour le Nord Mali, c'est la saisie effectuée à Bobo-Dioulasso par les SRPJ, les services régionaux de police judiciaire de Haut-Bassin. Le bulletin est présenté ici aux hommes de médias. Le 25 septembre 2018, aux environs de 18h,
nous avons été saisis de ce qu'un camion rempli de céréales, notamment du maïs, serait sur le point de quitter le territoire burkinabé en direction d'un pays voisin. Fort de cette information, avons donné mission aux agents de notre brigade de recherche et d'investigation criminelle d'avoir à intercepter le camion en question aux fins de vérification. À l'issue de ces vérifications, il ressort que les camions chargés de maïs ne remplissaient pas toutes les conditions en matière d'exportation des céréales. En plus, à destination, le Nord Mali, foyer du groupe terroriste, suscite des interrogations. Ainsi donc, l'ensemble des informations recueillies à l'issue des investigations ont été reversées à la direction régionale du commerce de Haut-Bassin, structure compétente en la matière. En dehors du caractère commercial de cette affaire, il ne faudra pas perdre de vue que notre action va en droit dit dans la lutte contre le terrorisme. Les enquêtes se poursuivent donc. En attendant, ils sont 4 présumés délinquants arrêtés dans le cadre de cette affaire. Et dans ce contexte d'insécurité ambiant, une formation militaire initiale n'est pas de trop pour ces élèves douaniers qui ne seront que plus efficaces sur le terrain lors de leur mission d'interpellation et de saisie. Et ils sont une quarantaine qui achèvent une formation de 2 mois au groupement d'infanterie des forces armées. Nous suivons la cérémonie de fin de stage dans ce reportage de Martin Zerbo et Mireille Carole Touma. Laurent Kienou, major de sa promotion, avec une moyenne de 17,689, reçoit son attestation de fin de formation militaire initiale, spéciale douane, session 2018. Après 2 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées, ces 44 élèves douaniers, dont 11 inspecteurs et 33 contrôleurs, se disent aptes à relever les défis du terrain. Nous, en tant que douaniers, nous connaissons que nous avons principalement 3 missions. La mission de l'écoulement des recettes, la mission de la protection de l'économie et la mission de concours aux autres corps. Donc nous savons qu'avec cette formation que nous avons eu à faire, nous pourrons vraiment mener à bien ces missions qui nous reviennent de droit. C'est une grande fierté pour moi et pour toute la promotion d'avoir fini cette formation et d'avoir l'aptitude militaire nécessaire pour répondre aux attentes de nos administrations. C'est un sentiment de satisfaction qui anime les encadreurs de ces stagiaires douaniers qui estiment leur avoir inculqué les rudiments nécessaires pour leur carrière. Il y a eu 2 volets en fait au niveau de la formation. Voilà, dans le premier volet, c'était le bivouac. Ils ont eu à faire un bivouac de 2 semaines et le reste, ils ont poursuivi dans les salles de cours. Donc nous avons en fait les matières, c'est uniquement des matières militaires, mais en plus de ces matières militaires, vous avez ce qu'on appelle la formation civique et morale, voilà, qui est intégrée. La présente formation a concerné des élèves douaniers venant de 5 pays, à savoir la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Bissau, le Tchad et le Burkina Faso. 8 femmes et 36 hommes y ont participé. On peut acquérir des connaissances techniques pour la maintenance des armes de petit calibre à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. L'autre objectif de la formation étant le renforcement des liens de coopération entre les forces de défense et les forces de sécurité, toujours dans la recherche de la sécurité et de la paix. Les bénéficiaires sont des corps paramilitaires, à savoir des agents de la police nationale, des gardes de sécurité pénitentiaire et des gardes forestiers. Nous suivons la remise des certificats de qualification avec Roger Kam et Oumou Sissi. C'est une cérémonie qui marque la fin de stage de 16 corps paramilitaires à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou ISLO. Ils ont suivi avec succès une formation sur les connaissances techniques pour la maintenance des armes de petit calibre. Avec une moyenne générale de 15 sur 20, cette formation est sanctionnée ici par une remise de certificat technique initial. Et le SAS c'est subdivisé en 2 parties. Une partie qui est le UV1 qui concerne les cours théoriques et une autre partie qui était le UV2 donc qui consistait à la pratique avec les armes étudiées. Il s'agit de leur montrer comment est-ce qu'on démonte, on remonte, on répare ce petit matériel qui va jusqu'au calibre de 20 mm pour les permettre d'entretenir le peu de moyens dont disposent nos différentes institutions et bien sûr au niveau des forces de défense et de sécurité. Selon le directeur général de l'ISLO, cette formation des corps paramilitaires va renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme.
Ces institutions, je veux parler des forces paramilitaires qui contribuent bien sûr, quels que soient leurs moyens, que ce soit le renseignement, que ce soit la présence sur le terrain, qui contribuent à la lutte contre le terrorisme. Et cela va permettre à ces différentes institutions de pouvoir mettre à disposition de ce personnel qui est sur le terrain du matériel de très bonne qualité. La formation a duré 8 semaines et a concerné 10 agents de la police nationale, 4 gardes de sécurité pénitentiaire et 2 gardes forestiers. Le programme Access de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso fait la promotion de la culture américaine. Sa cible, les élèves, qui peuvent ainsi bénéficier de formations en anglais et sur certaines valeurs américaines. 5 lycées ont pu suivre le programme sanctionné par des certificats dont nous suivons la remise à Ouagadougou avec Siedi Larénien et Abdul Rasmane Zongo. Ce sont des élèves des lycées de Ouagadougou ayant suivi avec succès 2 ans de formation en anglais et dans les activités de prise de conscience sur l'environnement, la démocratie et la culture américaine. Ils reçoivent ici des certificats de fin de formation. Ça a été vraiment intéressant pour moi. J'ai appris à m'exprimer bien en anglais et puis même j'ai reçu des livres. C'est une formation rendue possible grâce au programme Access de l'ambassade des États-Unis. Alors ce programme Access est vraiment focalisé sur une population qui bénéficieront plus des autres d'un petit appui. Et cet appui vient vraiment de contribuables américains qui veulent aider cette population qui ont beaucoup dans leur tête, mais qui peut-être bénéficieront d'un petit peu d'appui financier pour avancer leur carrière. Ce programme existe au Burkina Faso depuis 2004 et concerne 5 lycées de la capitale. Et puis le monde du 7e art burkinabé rend hommage au réalisateur Missa Ebié, décédé le 26 septembre dernier. Une nuit d'hommage qui a réuni collègues, artistes, comédiens, amis et parents à la Maison du Peuple hier. Une soirée riche en émotions que nous relatent Konsoun Koulibaly et Tanga Kafandou. Une soirée d'hommage à une grande figure du cinéma burkinabé. Missa Ebié a tiré sa révérence mercredi dernier. Instituteur au début des années 1980, puis réalisateur à la RTB Télé, c'est surtout dans le monde du 7e art que l'illustre disparu a marqué les esprits. Ce que je retiens de l'homme, c'est que c'est vraiment un homme qui aime son travail. C'était d'abord ça, parce qu'il est venu au cinéma par la passion. Donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il est venu au cinéma par la passion, donc c'est un travail qu'il fait avec le fond du cœur. Ce qui est intéressant sur Missa Ebié, il arrivait à te faire sortir ce que lui, il veut de toi. Et c'est ça qui est important dans le cinéma. Quand tu as ton scénario, tu sais ce que tu veux. Et le comédien qui joue avec toi, il faut arriver à ce que le comédien te donne le meilleur de lui-même dans ce que tu vises dans ton scénario et dans ta mise en scène. Et c'est vraiment un homme humble. Cette soirée d'hommage a été marquée par la projection d'extraits de ses films dont Djarabi, Sita et Le Fauteuil. Au-delà de ses qualités professionnelles, les différents témoignages révèlent également un homme au grand cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Malgré mon âge, il me ménageait beaucoup. Il me donnait des conseils. Et quand il sent que j'étais fatigué, parce que parfois on commence le matin, ou bien moi je travaille à l'aéroport, je descends à 6 h du matin, je continue sur le plateau, il me ménageait beaucoup. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il a toujours voulu travailler. On lui dit toujours on ne peut pas dire de cesser de travailler, mais il dit non, il tient bon et qu'il n'y a pas de problème. Donc en tant que fils, on est obligé de l'écouter. Oui. Missa Ebié s'en va en laissant un grand vide dans le monde du cinéma après plus de 30 années d'activité, un clap de fin comme dans un scénario de film sur un plateau de tournage. Voilà, un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. Un tsunami destructeur a frappé le centre de l'île indonésienne, faisant plusieurs centaines de morts et de très nombreux blessés. Un bilan qui risque de s'alourdir.
Le raz-de-marée qui a été provoqué par un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter n'a pas fini de faire parler de lui. L'Indonésie frappée de plein fouet par un tsunami. La catastrophe a été provoquée par un puissant séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, gradué jusqu'à 9. Au moins 384 personnes seraient mortes, des centaines seraient blessées. Un bilan qui devrait s'alourdir. L'île indonésienne de Célèbes est particulièrement touchée. L'agglomération de Palu a été submergée par une vague de 1,50 m provoquée par la secousse. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé les mesures d'urgence qui ont été prises. Il a demandé au ministre chargé de la politique intérieure et de la sécurité de coordonner toutes les ressources. Il a également appelé le chef des forces armées pour travailler notamment au sauvetage des Indonésiens et à la recherche des corps. Le séisme et le tsunami ont causé des dégâts importants. Les routes et la végétation sont ravagées, les maisons se sont effondrées et les véhicules ont été renversés. L'Indonésie est située à la frontière de 3 grandes plaques tectoniques, ce qui explique qu'elle soit souvent frappée par des séismes dévastateurs. En 2004, le tsunami avait tué 220 000 personnes dans la région, dont 160 000 en Indonésie. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.